créer son back-end IoT sans même avoir de device IoT? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Café Dev. Ce mois-ci, je fais une série de vidéos où je vous explique comment créer un objet et une solution IoT de zéro, une solution IoT que je vais offrir à ma grand-mère à la fin du mois. Alors, jusqu'à présent, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas beaucoup codé. À un moment donné, il va falloir s'y mettre et le jour est arrivé avec cette vidéo. L'idée de cette vidéo, c'est de créer les ressources dans Azure pour pouvoir gérer votre device IoT et vous expliquer du coup quels sont les grands principes à connaître qui seront applicables avec la plupart des solutions IoT cloud qui existent, mais aussi de coder un simulateur de device IoT, comment faire en sorte de simuler finalement son device sans même l'avoir reçu. Alors ça peut être utile dans plusieurs situations. Par exemple, si vous travaillez sur un device IoT de type industriel, quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas avoir avec vous sur votre bureau, parce que trop encombrant, trop cher, ou n'ayant pas les bonnes conditions. Ou dans un autre cas, comme c'est le cas pour cette série de vidéos, où je n'ai toujours pas reçu le petit boîtier que j'avais commandé. Il y a eu des petits soucis de livraison, des colis perdus en ces fêtes de fin d'année. Et donc, je vais pouvoir quand même commencer à coder mon système IoT, même s'il me manque bout principal, c'est le device IoT. Alors, je vous invite dans le portail Azure, où on va utiliser un produit qui s'appelle IoT Hub. IoT Hub, en fait, c'est un gros concentrateur de messages. On peut le voir comme ça. Il y a plein de fonctionnalités plus importantes dans IoT Hub, mais la base d'IoT Hub, c'est d'arriver à faire communiquer des devices IoT, quelle que soit la typologie de device. Donc là, on va parler, comme dans une de mes vidéos précédentes, de devices avec très peu d'énergie, très peu de puissance de calcul comme un Arduino, jusqu'à un PC industriel qui serait connecté via IoT Hub, avec l'intégralité des services back-end que vous pouvez vouloir développer, et quel que soit le type de connectivité qu'on avait là aussi abordé dans une précédente vidéo, que ce soit des connectivités, on va dire, hautes, avec du Wi-Fi, de la liaison fibre ou autre, ou avec des connectivités plus spartiates. Alors, pour créer mon IoT Hub, je vais dans le portail Azure, je mets un petit peu, voilà, et là vous voyez que j'ai déjà un certain nombre de ressources IoT Hub. Je vais d'ailleurs supprimer cette ressource parce que je risque de ne pas pouvoir créer une ressource gratuite. Hein, je vous avais dit que dans la précédente vidéo sur la tarification, on pouvait se baser sur une instance gratuite. On ne peut pas avoir autant d'instances gratuites qu'on le souhaite. Donc je choisis ma souscription de démonstration. Alors, je ne vais pas l'appeler démo, je vais l'appeler dev. Donc si vous débutez dans Azure, là je suis simplement en train de créer un resource group, un groupe de ressources. En fait, n'importe quelle ressource dans Azure, n'importe quel service que vous instanciez dans Azure, doit faire partie d'un conteneur logique qui est le resource group. Ensuite, on va voir la région dans laquelle on va déployer IoT Hub. Donc IoT Hub fait partie des services qui sont déployés sur un très grand nombre de régions Azure. Donc là, je vais choisir la plus proche, France centrale. Et il faut lui donner un nom. Ce qui est important avec ce nom, c'est deux choses. La première, c'est que ce nom ne peut pas être changé une fois que vous l'avez créé. Donc ça veut dire que quand on crée un IoT Hub et qu'on va déployer des milliers ou des dizaines de milliers de devices dans la nature, c'est un élément important, cet IoT Hub. On ne va pas pouvoir le supprimer comme on le souhaite, puisque des jetons d'authentification vont être perdus, et puis surtout le nom, lui, ne peut pas être changé. D'accord. Donc là, moi je vais l'appeler Nanobox. On peut mettre un dev. Oui. IoT H. Voilà, donc ça c'est juste pour me dire que c'est mon IoT Hub. Ensuite, on va passer à l'autre étape qui est choisir le tiers de pricing. Donc là, je l'avais expliqué dans les vidéos précédentes. Et on peut ici se contenter du free tier, en sachant que 8000 messages par jour, c'est largement suffisant pour mon déploiement ici qui va être très simple. Et surtout, ce qui est important, c'est que du coup, je peux faire du device to cloud,
donc le périphérique IoT va pouvoir m'envoyer des informations, m'envoyer des données, mais j'ai aussi le cloud to device, ça veut dire que je vais pouvoir envoyer des données du cloud vers le device lui-même. Il faut savoir qu'il y a certains tiers, le tiers basique notamment, si vous voyez, si je sélectionne ici un tiers basique, je n'ai pas le cloud to device ou des fonctionnalités de management avancées. Ça veut dire que si on travaille sur des capteurs de télémétrie qui vont ne faire qu'envoyer de la télémétrie et des objets IoT qu'on ne va pas gérer ou sur lesquels on n'a pas besoin d'envoyer des commandes ou des informations, le tiers basique suffit. Sinon, il faudra prendre un tiers standard payant ou le tiers gratuit dans ce cas-là. Ensuite, il y a un autre settings qui est caché par défaut, qui est le nombre de partitions cloud. Ça, c'est important en fonction de qui va consommer les messages qui sont envoyés à l'IoT Hub. Donc, si vous avez des dizaines et des dizaines de capteurs qui envoient des messages à l'IoT Hub, mais que l'IoT Hub, lui, doit redispatcher ces messages dans un grand nombre d'applications différentes, il faudra augmenter ce nombre de partitions. Ici, on va rester sur 2 partitions, puisque encore une fois, je vais avoir une architecture qui est finalement très très simple. Donc c'est parti, je vais créer mon IoT Hub. Donc l'IoT Hub, ça va mettre quelques secondes à créer et je vous ai dit que j'allais développer une application pour pouvoir tester, simuler ce device-là. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant finalement avec l'IoT Hub, c'est que si on va sur la docs, donc docs.microsoft.com, je vais sur Azure, produit, et je cherche IoT Hub, on va voir en fait, ne serait-ce que sur la page d'accueil, qu'il y a un certain nombre de langages, y compris Android et iOS, qui sont capables de s'interfacer avec l'IoT Hub. Ça, je vous l'avais dit dans la première vidéo, c'est qu'il faut s'élargir un petit peu notre vision de l'IoT. Et finalement, un périphérique mobile, c'est un device IoT. Peut-être surperformant par rapport à d'autres, mais ça reste un device IoT. Et donc du coup, je vais pouvoir développer mon application de simulateur de device Arduino en .NET, puisque c'est un de mes langages, une de mes plateformes de prédilection. Donc le temps que la ressource IoT Hub se crée, je vais vous montrer un petit peu le projet que j'ai créé. Donc là, le projet, c'est une application UWP, donc Windows 10, que j'ai développée en C#. J'aurais pu, encore une fois, faire ce simulateur en Python, en Node.js, l'embarquer dans un conteneur Docker. Mais là, ça me permet d'avoir une petite interface graphique qui va vraiment simuler mon objet. Voilà. En fait, si on regarde ce que j'ai fait, j'ai vraiment une interface graphique qui ressemble à l'objet connecté que je vais utiliser ensuite, avec 3 boutons et un écran. D'accord ? Ensuite, ce que j'ai fait là-dedans, c'est que j'ai écrit un petit peu de code qui va simplement m'offrir des fonctionnalités de base qui sont en fait les mêmes dans le SDK Arduino M5 Stack. Donc à savoir envoyer une lettre, envoyer une série de caractères sur l'écran ou faire afficher une image à l'écran et mapper les 3 boutons. D'accord. Et tout ça, c'est mappé, c'est appelé dans une classe que j'ai appelée M5 Emulator, qui va recevoir le host. Le host, c'est le fameux objet que j'ai créé qui, comme vous le voyez, expose des méthodes print screen, clear screen, display internet image, qui sont quasiment celles que j'ai dans le SDK Arduino. Et ensuite, qui va aussi avoir les 2 méthodes principales qu'on retrouve dans n'importe quelle application Arduino. Ça, c'est des choses qu'on verra plus en détail lors de prochaines vidéos, à savoir une méthode setup qui sera appelée la première fois et une méthode loop qui va être appelée en boucle par l'OS. D'accord. Donc en fait, je vais finalement mon émulateur, j'ai créé une petite coquille que je vous montre là et je vais tout coder à l'intérieur quasiment de ces 2 méthodes. Et puis ensuite, j'ai les 3 méthodes pour les 3 boutons qui peuvent être appuyés. L'un qui va afficher un texte, l'autre qui va nettoyer, vider l'écran, et le troisième qui va afficher une image qui vient d'Internet. Donc si on lance ce émulateur, ce simulateur de device IoT, on va attendre que la compilation se finisse, et vous allez voir que l'émulateur fonctionne comme attendu. À chaque fois que j'appuie sur le bouton,
ça s'affiche, je peux cligner l'écran, et si je clique ici, dans quelques instants, ça va afficher une image au hasard qui vient du site Unsplash. Voilà. Donc mon émulateur là est pas du tout connecté à Internet, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout faire pour que ce code là, on code en fait ce que va faire le device une fois que je l'aurai reçu. Ce qui fait que à l'intérieur de l'IoT Hub et ensuite, donc tous les services back-end, finalement on pourra vraiment développer toute l'architecture de la solution sans avoir de device physique. Et une fois que le device physique va arriver, on aura juste à reproduire le code que j'ai écrit ici dans le SDK Arduino pour pouvoir finalement avoir mon objet connecté qui fonctionne avec tout le back-end. Ça c'est intéressant, c'est une fonctionnalité intéressante de IoT Hub. Pour ce faire, j'ai ajouté plusieurs choses à l'intérieur de mon projet, et notamment un package NuGet microsoft.azure.devices.client. D'accord? Donc c'est ce package-là NuGet, si vous êtes en .NET, qui vous permet de vous connecter à l'IoT Hub en tant que utilisateur. Alors ça, je vais le mettre de côté. Et je vais le mettre dans un petite note ici. Parce que si on recherche les packages NuGet, soft.devices, vous vous apercevez qu'il y en a un autre qui existe, qui est juste Azure Devices, d'accord, qui n'est pas Azure Devices Client. Donc ça aussi, je vais vous mettre de côté, parce qu'on va vous faire un petit schéma de comment fonctionne l'IoT Hub, dans le sens, en direct pendant que je fais les différentes opérations, d'accord. Donc là, le projet, j'ai juste fait ça. On va revenir sur le portail Azure, puisque la ressource a été créée depuis. En fait, quand vous arrivez sur l'IoT Hub, il n'y a pas grand chose qui se passe, c'est pas très impressionnant. Vous pouvez voir votre tiers de pricing et le nombre d'unités. Et ensuite, il n'y a pas grand chose à faire. La première chose à faire pour pouvoir utiliser l'IoT Hub avec un device, qu'il soit simulé ou qu'il soit réel, c'est d'aller ici sur le côté dans IoT Devices. Vous pouvez taper la recherche Devices, et on va enregistrer un nouveau périphérique, un nouveau device IoT. D'accord? En fait, l'IoT Hub a une mini base de données de tous les objets IoT avec lesquels il est capable d'interagir, et il peut maintenir un certain nombre d'informations par rapport à ces devices IoT. Donc là, je vais créer un nouveau device IoT que je vais appeler UWP Simulator. Et vous voyez que ce device-là doit être authentifié. Donc chaque device IoT qui est connecté à IoT Hub a sa propre clé de connexion ou son certificat de connexion. Là, je vais le laisser me générer une clé de connexion. Et puis, je vais lui dire qu'effectivement, on peut accepter que ce device-là se connecte à IoT Hub. Donc là, le device a été créé. Et si je fais rafraîchir, je vois mon device dans la liste. Si je clique dessus, on va avoir ici, je peux vous les montrer, je les régénérerai après, les fameuses clés de connexion qui ont été générées par Azure et la chaîne de connexion. Donc ça c'est pareil, je vais vous le mettre ici et là. Voilà. Je vais cacher ça et puis je vais régénérer clés, puisque j'ai envie que tout le monde puisse voir les clés dans la vidéo. D'accord? Donc je vais copier cette clé là. Et puis, je vais aller la mettre, j'ai un petit fichier de settings dans lequel je peux aller la mettre. Alors, je vais juste couper l'écran le temps de mettre à jour cette clé settings. En fait, c'est la connection string que je vais ici copier. Voilà. Je vais vous montrer, hop, je reviens je vais vous montrer juste le début de la connection string. Vous voyez qu'il y a le nom de l'IoT Hub qui apparaît dans l'URL. Le hostname en fait qui va héberger ça, et l'ID du device que j'ai créé, et ensuite j'ai ma clé secrète que celle-ci je ne vais pas vous montrer. Voilà. Si je reviens dans le portail Azure, donc du coup, hop là, save. Oui, donc là il vient de me dire que je viens de changer les clés, donc si j'enregistre ce device pourra plus se connecter avec les anciennes clés, mais uniquement avec les nouvelles. J'accepte et voilà.
Alors, si on revient sur l'IoT Hub, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire, notamment faire des requêtes sur les périphériques IoT et notamment avoir leur état. Ça, j'en parlerai peut-être lors d'une prochaine vidéo. Mais on a aussi des choses comme le message routing qui permet de prendre finalement un message qui arriverait sur l'IoT Hub envoyé par un device et de venir l'envoyer vers un certain nombre de ressources Azure et notamment un storage container, donc en fait d'enregistrer tous les messages qui arrivent dans un blob storage, donc dans un fichier, ou dans l'Event Hub ou Service Bus, donc qui est un système de gestion de fil de messages, pour qu'ils soient traités par un logiciel qui va dépiler les messages. D'accord. Donc ça, c'est ce que j'aurai besoin de faire plus tard avec une Azure Function pour quand ma grand-mère va répondre à un message, pouvoir l'envoyer dans le chatbot. Donc on verra cette partie-là en détail un petit peu plus tard. D'accord. Donc là, finalement, ce que je vais faire, c'est qu'à partir du moment où j'ai cette connection string, je vais pouvoir créer finalement le code qui va avec. D'accord. Donc je vais retourner dans mon Visual Studio. Et la première chose que je vais avoir à faire, alors je vais la faire ici dans le setup, c'est instancier un client IoT Hub. Un client IoT Hub, en fait, c'est finalement un client qui va être capable de se connecter soit avec le protocole MQTT, qui est un protocole qu'on trouve souvent dans l'IoT, soit en HTTPS, qui va nous abstraire cette complexité des deux protocoles sous-jacents et qui va nous exposer des fonctionnalités un petit peu haut niveau, ce qui fait que la programmation, vous allez voir, pour connecter cet objet IoT, là qui est virtuel, demain qui sera physique, très simplement au cloud. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire déjà ici, connexion à IoT Hub. Et puis vous voyez que j'ai une variable privée, device client, qui est donc mon client IoT Hub. Donc ça, pour le créer, j'ai une méthode statique create from connection string qui me permet de créer cet objet IoT Hub. Dessus, je vais avoir besoin de faire quelque chose qui est d'ouvrir en fait la connexion avec l'IoT Hub. D'accord. Je peux enlever ça. Et à partir du moment où ça c'est fait, là je suis connecté à l'IoT Hub. D'accord. Alors, si je fais juste ça, que j'exécute l'application, je pourrais le faire, mais il va rien se passer. On va rien voir, puisque oui, je suis connecté à l'IoT Hub, mais finalement, je n'envoie aucun message et je ne reçois aucun message. D'accord. Alors, la réception des messages, puisque c'est ça qu'on va attendre de l'IoT Hub, on va recevoir un message à chaque fois qu'une nouvelle photo sera envoyée. On va faire ce travail-là dans la méthode loop. D'accord. Donc, dans la méthode loop, je vais attendre un message. Donc je vais faire IoT Hub client receive à 5. Et là je vais lui mettre quand même un time span, c'est-à-dire que je vais attendre 5 secondes. Et je veux que toutes les 5 secondes, je vérifie s'il y a bien un message qui est arrivé. S'il n'y a pas de message qui est arrivé, je vais finir la boucle. D'accord. Ça permet à on aura une complexité un petit peu plus tard, parce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui vont s'ajouter, notamment le reboot à distance ou ce genre de choses. Et donc ça laisse le système respirer, parce qu'on va lui rendre la main pour quelques instants, et pas bloquer cette loupe pendant trop de temps. Donc ensuite je vais faire, si le message est nul, et que j'ai pas reçu de message pendant ce temps-là, hop là, alors, nul. J'ai pas reçu de message pendant ce laps de temps, les 5 secondes, donc je retourne. Ensuite, ce message-là que je vais recevoir, en fait, j'ai effectivement un certain nombre d'éléments, mais finalement, pour avoir le contenu du message, je dois appeler la méthode getBytes et j'ai un tableau de bytes qui m'est renvoyé. Alors que moi, je vais envoyer une string dedans. Donc, du coup, var message content, je vais décoder cette string. Alors, je peux probablement l'envoyer en UTF-8. Hop là. Et là, je vais vérifier qu'il n'y a pas de problème où j'aurais pas reçu un message vide. If
nul hors white space. Et pareil, je sors. Alors, maintenant, il va falloir déterminer le format du message que l'on reçoit. Format du message que l'on reçoit. Alors, il y a plusieurs écoles. Soit vous envoyez un JSON, avec le fait que le JSON est assez verbeux, et donc du coup, vous allez consommer beaucoup de bandes passantes, beaucoup de caractères pour pouvoir traiter votre message. Et il faut aussi savoir qu'on a une limite sur la quantité d'informations qu'on peut envoyer dans un message. Et ça, si vous allez sur la documentation de l'IoT Hub, notamment sur la partie pricing, vous verrez que la taille maximale des messages pour un message qui va du cloud au device, donc c'est le cas ici, est de 64 kilobits. Et à l'inverse, on peut envoyer 256 kilobits. L'objet IoT peut envoyer 256 kilobits. Alors, je suis en train de déverrouiller ma tablette puisque ça me permet de faire un petit point sur l'IoT Hub. En fait, les messages qui sont envoyés dans ce sens-là, c'est du device to cloud. Et les messages qui sont reçus, c'est du cloud to device. D'accord? Ça, c'est deux éléments principaux dans les architectures IoT. Les messages qui sont envoyés ici ou qui sont renvoyés ici, finalement, n'ont pas vraiment de nom. D'accord? Ça me permet de vous dire que on a ici une device connection string. Donc ce que je vous ai montré, cette connection string là, c'est une connection string pour le device. Mais on a aussi un service connection string. Que je peux vous montrer vite, comme ça vous savez où elle est. Donc c'est dans Shared Access Policy. Et là vous avez un ensemble de politiques, puisqu'en fait on peut donner des accès plus ou moins forts à l'IoT Hub côté backend. Et ici vous avez une connection string qui elle est propre à même comme ça, qui est propre au côté service. Hop là. Et ce que vous avez ici. Voilà. Ça c'est important. Hop là, pardon. Ça c'est important parce que on confond souvent quand on commence à travailler avec IoT Hub la partie service et la partie client. Il y a deux SDK différents, il y a deux chaînes de connexion différentes, et un vous permet de communiquer avec l'IoT Hub, mais du point de vue du device. Et donc les actions que vous pouvez faire, c'est device to cloud, envoyer un message, device to cloud, envoyer, donc ça c'est des messages. Et on peut aussi invoquer une commande. Donc par exemple, les commandes qu'on pourrait en invoquer, c'est reboot ou update. Voilà. Donc ça c'est grosso modo le type de communication qu'on peut avoir entre un device IoT et l'IoT Hub. Voilà. Donc ça c'est important de faire un petit aparté là-dessus, parce qu'il y a souvent des confusions quand on débute avec IoT Hub. D'accord? Donc pour revenir à mon format de message, on va essayer dans l'IoT, du coup vu les limites que je viens de vous expliquer, d'avoir des messages qui sont très courts. Et donc moi ce que je veux finalement lui envoyer, c'est un nouveau message ou une nouvelle image. Pour l'instant c'est les deux seuls types de messages que je veux lui envoyer. Et donc ce que je me dis, c'est que je pourrais tout simplement avoir deux lettres qui contiennent soit ça, soit le message, soit l'image, un séparateur. Donc le séparateur ça va être pipe, et une partie payload, donc c'est la data que j'envoie, qui est soit le message ou l'URL de l'image. Vous avez vu hein, la quantité d'informations qu'on peut envoyer, 64K, ça ne me permet pas d'envoyer de manière sereine une image. Donc ça veut dire que je ne vais pas vraiment envoyer l'image en tant que message dans l'IoT Hub via le device. Je vais envoyer au device un message qui lui dit tu as reçu un nouveau message et voici l'URL de la photo. D'accord? Donc typiquement l'exemple
du message que je vais recevoir, c'est i hop là, https box.com/img/ un ID aléatoire. Et je vais demander en fait au device de télécharger cette image et de l'afficher. Okay. Donc ça veut dire qu'il faut que je traite ce message-là. Donc j'ai déjà fait le petit bout de code C# qui n'est pas d'un très grand intérêt. Voilà. Et donc en fait je split la chaîne de caractères sur ce pipe. Et en fonction de la première lettre, j'affiche ça. Et ça n'a pas fait le M, le coder en live ensemble. Je vais effacer l'écran si jamais il y avait une image, l'image prend le pas sur le texte. Et print text, data. Voilà. Donc là, ici, j'ai codé sur mon simulateur de device IoT la réception d'un message. Maintenant, il faut que je fasse l'envoi du message. Quand elle appuie sur un bouton, que je réponde. Donc là, je vais faire, pour l'exemple, je vais faire qu'une réponse, mais effectivement, on pourrait coder sur les 3 boutons des réponses différentes. Comment on fait pour envoyer un message? Alors déjà, il faut construire le message. Alors, ici, je vais faire quelque chose de très simple. Il faudra probablement que je modifie un petit peu, que j'ai peut-être un ID de message auquel je réponds. D'accord? Mais ici, je vais juste faire une réponse texte. Et je vais la formater pareil, R, pour dire que c'est un reply, pipe, le contenu de mon message. Ensuite, il va falloir envoyer un objet de type message. C'est comme ça que l'IoT Hub fonctionne. Donc je vais créer un nouvel objet message et qui attend un tableau de bytes. F8 bytes message. Et que ensuite je vais pouvoir tout simplement envoyer avec le client avec le client IoT. Alors là, peut-être que vous vous posez la question ici. Ouais. Peut-être que vous vous posez la question, mais finalement, pourquoi j'ai besoin de créer une espèce de message, une enveloppe pour envoyer un tableau de bytes? Bien parce qu'en fait, ce message peut avoir des propriétés. Et ça devient intéressant. Par exemple, on peut faire type. Hop là, message. Reply, pardon. Pourquoi ça devient intéressant? Parce que ces propriétés-là vont être des métadonnées au message qui va du device vers l'IoT Hub. Et l'IoT Hub va être capable d'utiliser la valeur de ces propriétés pour faire du routing approprié. Je m'explique. Dans l'IoT Hub, il n'y a pas vraiment de code qui s'exécute pour traiter le message. Vous devez avoir un logiciel derrière, un bout de code quelque part, une Azure Function ou autre, qui va vraiment dépiler les messages et les traiter. Par contre, les propriétés peuvent être utilisées. Donc en fonction du type, par exemple, si c'est reply, je peux dire, eh bien, j'envoie le contenu de ce message à telle Azure Function via tel Event Hub. Alors que si j'avais type égale télémétrie, parce que peut-être que je vais mesurer la température qu'il fait chez ma grand-mère, et bien dans ce cas-là, je vais l'envoyer vers une autre application, peut-être un Stream Analytics, qui lui va me traiter la donnée différemment. D'accord? Donc ça c'est extrêmement intéressant parce que finalement, on pourrait avoir un objet IoT qui envoie une multitude d'informations différentes à un seul IoT Hub, et l'IoT Hub est lui-même capable de dispatcher les bonnes informations à différents applicatifs qui n'ont peut-être pas tout à fait le même métier. Voilà. Donc ça c'est une fonctionnalité assez intéressante, et du coup c'est pour ça qu'on est obligé de créer une espèce d'enveloppe, ce fameux objet message, pour pouvoir envoyer quelque chose du device vers l'IoT Hub. Alors, je vais lancer mon application, et on va avoir dans quelques instants l'application qui se lance. Le problème, c'est que donc il n'y a pas eu d'erreur déjà, ça c'est une bonne chose, mais là mon application ne me sert pas à grand chose parce que j'ai pas de back-end, j'ai pas développé le back-end. Alors il existe plusieurs solutions, vous allez voir, pour pouvoir commencer à travailler même sans avoir de back-end. Donc je vais retourner ici sur cette clé là et je vais la copier.
Et l'un des outils que j'aime bien utiliser dans ce genre de situation, c'est tout simplement Visual Studio Code. Alors Visual Studio Code, une fois que vous avez installé la bonne extension, en fait, vous allez pouvoir voir dans l'explorateur Azure IoT Hub. Alors là, je vais me connecter avec la bonne chaîne de connexion. Et là, vous voyez que mon UWP Simulator est connecté, il est en vert. Donc si j'avais plusieurs devices, je pourrais les voir tous les uns à la suite des autres. D'ailleurs, on peut s'amuser à venir ici créer un nouveau device que je vais appeler M5 Stack Nano. Donc, je crée en avance le device que je devrais recevoir de ma grand-mère. Et ici, voilà, vous voyez bien que le M5 Stack Nano est en bleu, donc ça veut dire qu'il n'est pas connecté. Le UWP Simulator, lui, est connecté. Donc la première étape, ça va être d'envoyer un message à ce périphérique-là. Et en fait, c'est très simple dans Visual Studio Code. Il suffit de faire un clic droit dessus et de faire send C2D, donc send cloud to device message vers le device. D'accord? Alors, pour ça, il va me falloir l'URL d'une photo. Donc je vais aller de ce pas chercher une photo. Au passage, si vous ne connaissez pas Unsplash, c'est un site qui vous permet d'avoir des photos libres de droit. Alors c'est bien de citer la personne qui a fait la photo, mais sinon ce sont des images libres de droit. Donc je vais retourner ici, je vais faire envoyer un message au device. Rappelez-vous le formatage du device, il faut que je fasse I pour dire que j'envoie une image. Ensuite pipe pour donner la séparation, et ensuite l'URL. Alors je vais mettre les deux systèmes à côté, que vous voyez que c'est quasiment en temps réel. Je commence mon message, hop, et ici j'ai bien codé. Bam, là j'ai le message qui s'est affiché. D'accord. On va essayer avec autre chose, parce que j'avais aussi, je crois, codé le message. Alors ça, je ne l'ai pas testé. Donc, on va voir ce que ça donne. Bonjour à tous. Voilà. Donc vous voyez que le message est traité par IoT Hub et est dispatché sur ce device-là. D'accord. Alors ça marche dans un sens, mais on a fait aussi, rappelez-vous, quand je clique sur le bouton 2, ça envoie une réponse à l'IoT Hub. Bien en fait, vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez venir ici et cliquer sur Start Monitoring Built-it Event Endpoint. Donc là, vous allez avoir ici, dans cette fenêtre-là, hop, j'étais déjà en train de monitorer un autre IoT Hub. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Je l'ai juste arrêté. Donc, on efface et qu'on recommence. Start Monitoring. Voilà, donc là, il a créé l'écoute et il reçoit les messages. Donc, je peux renvoyer un message. Send message to device. Je sélectionne UWP Simulator, M sur Café Dev. Bienvenue sur Café Dev. Et si je clique ici sur répondre, regardez dans la fenêtre du terminal, j'ai le message qui apparaît, donc qui a été traité ici par la IoT Hub. Et on voit bien que j'ai le body avec la réponse que j'ai ici mis en dur dans le code. Et j'ai les propriétés applicatives que j'ai rajoutées donc dans mon message, et je vois bien que c'est un type reply. Voilà, donc finalement, en quelques minutes, j'ai réussi à simuler mon device IoT. Alors sachez que là, encore une fois, je l'ai fait en UWP, mais vous pouvez tout à fait faire une application Node.js en Java, en Go, en quasiment n'importe quel langage, et vous faire un simulateur, par exemple en ligne de commande. C'est quelque chose qui est fait assez fréquemment. Et d'un autre côté, eh bien, j'ai pu simuler le back-end que je n'ai pas encore créé. Hein. Donc le back-end, je vous rappelle, ça sera un ensemble d'Azure Functions qui vont échanger avec un chatbot. Mais j'ai pas encore créé ce back-end là, et pourtant j'ai pu commencer à tester. Ici, je l'ai fait dans Visual Studio Code, mais je vous mettrai des liens dans la documentation, parce qu'on peut également faire ça, par exemple, en ligne de commande, avec la CLI Azure. Donc même si vous n'avez pas Visual Studio Code, vous pouvez très bien le faire dans la CLI Azure. Et encore mieux, vous pouvez scripter du coup la CLI Azure pour qu'elle envoie un certain nombre de messages ou pour qu'elle écoute un certain nombre. Voilà. Je vous retrouve très prochainement
pour une nouvelle vidéo où on va continuer à développer cette solution. N'hésitez pas à faire un commentaire si vous avez une question, quelque chose qui nous a paru pas assez clair dans cette vidéo. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à me suivre sur Twitter, @semaneux, ou à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt sur Café Dev.